Depuis de nombreuses années, le CLEMI œuvre pour une éducation aux médias et à l'information et ainsi permet aux jeunes d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, permet aussi de former des citoyens éclairés et responsables, capables de s'informer de manière autonome en exerçant leur esprit critique. Les associations PEP se sont emparées de ces sujets et la Fédération générale souhaite les soutenir, les valoriser et aider à diffuser des ressources de qualité, comme celle évidemment du CLEMI, qui viennent nourrir nos actions sur le terrain auprès des plus jeunes, avec et autour de l'école, autour des parents, qui ont d'ailleurs pleinement leur rôle à jouer dans la construction d'une société plus éclairée pour tous, apprenante et inclusive. Les enjeux sont aussi infiniment politiques. Cette démarche participe évidemment à l'apprentissage de la démocratie. C'est essentiel. Il y a urgence, au regard de l'actualité, à renforcer la capacité de tous à décrypter l'information, la décoder avec un regard averti. C'est pourquoi les PEP se sont investis dans la construction de cet esprit critique indispensable à la construction du citoyen. D'ailleurs, c'est une mission qui s'inscrit parfaitement dans l'éducation populaire. L'édition 2025 de la Semaine de la presse et des médias à l'école, événement phare du CLEMI, vient de s'achever. Un certain nombre d'associations du réseau PEP y participent, ce qui nous situe comme acteurs éducatifs et complémentaires de l'école. L'ensemble des contributions qui vont vous être présentées dans ce webinaire, qu'elles soient proposées par le CLEMI ou les associations PEP, visent à donner des idées et des ressources bien en lien avec les enjeux qui nous animent. Nous souhaitons d'ailleurs vivement que la prochaine semaine des médias et de l'information qui se déroulera fin mars 2026 trouve une explosion de participants pour poursuivre et soutenir la construction de ce partenariat national avec le CLEMI. Je me suis d'ailleurs servi des ressources proposées à l'époque où j'enseignais en CM2 et je peux vous dire que la qualité des interventions auprès des enfants et des familles m'avait permis d'initier les uns et les autres aux enjeux de la parentalité numérique. D'ailleurs, cela a aussi donné lieu à des actions de formation départementale. Nous voilà donc outillés pour mener des actions innovantes et de qualité au bénéfice de cette éducation numérique qui, il faut bien le dire, fait quand même défaut aujourd'hui. Ceci nous outillera particulièrement sur les enjeux de la parentalité numérique. Donc, je vais donner la parole à Mesdames Sassoun et Valade pour vous présenter l'action du CLEMI. Parole à Virginie Sassoun. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis avec Stéphanie d'être aujourd'hui ici pour vous dire quelques mots pour commencer sur le CLEMI qui existe maintenant depuis 40 ans. Mais peut-être que la question de l'apprentissage de l'information, enfin apprendre à s'informer, n'a jamais été aussi difficile, sachant que 80% de nos jeunes s'informent via les réseaux sociaux, que l'âge du premier smartphone maintenant est à l'âge de 9 ans. Nous pouvons mesurer en fait les enjeux autour de cette éducation. Alors le CLEMI a 4 grandes missions, celle de former les enseignants, celle de produire des ressources pédagogiques qui se sont transformées au fil du temps et qui aujourd'hui sont sous format aussi vidéo. Nous proposons aussi des jeux. On accompagne les équipes des établissements scolaires à créer des médias, puisqu'on est convaincu que c'est aussi par la pratique, et je pense que là-dessus aussi, c'est un des points sur lesquels nos actions et notre philosophie s'articulent bien. C'est cette conviction que c'est vraiment en faisant aussi ce que les anglo-saxons disent « learning by doing », fait partie vraiment en fait de la transformation permise par l'éducation aux médias en termes de citoyenneté numérique. Et enfin, on organise des grands événements qui font le lien entre le monde de l'éducation et le monde des médias.
Donc Fernand parlait de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Nous avons clôturé cette semaine avec une participation de plus de 3 millions d'élèves et 210 000 enseignants, preuve que voilà, cette question et cette urgence finalement citoyenne, démocratique, et d'autant plus dans le contexte que nous traversons actuellement, hein, où on voit bien que les démocraties sont en danger, où notre aussi capacité à déjouer les pièges de la manipulation de l'information qui sont de plus en plus sophistiqués demande des compétences importantes. Et c'est pour ça que l'éducation média à l'information, et avec Stéphanie, on va le montrer aussi et le témoigner, c'est tout au long de la vie. Et c'est surtout pas qu'à l'école. C'est vrai que nous, on a un acteur de l'éducation. Mais voilà, je disais 3 millions d'élèves. Ces élèves, ils sont aussi dans des centres sociaux, ils sont aussi dans des centres de loisirs, ils sont aussi dans l'écolo. Donc, c'est des enfants. Et pour nous, l'objectif aussi et les valeurs que l'on partage, c'est qu'il faut qu'on soit le plus unis possible, le mieux articulé possible, parce que nos réseaux sont complémentaires, nos valeurs sont communes au profit évidemment de l'éducation à la citoyenneté des enfants, mais aussi des parents pour pouvoir faire société autour de ce défi de l'information. Très bien. Merci beaucoup, Virginie. Donc là, je vais donc donner la parole voilà, à Émilie Lévy, que je salue dans son pays de Saint-Étienne et compagnie. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Merci de m'avoir conviée. Donc moi, je venais parce que depuis plusieurs années, on a mis en place des ateliers qui se nomment les fake news dans l'histoire d'hier à aujourd'hui. C'est un atelier qui est issu au départ d'une demande du rectorat sur la question du numérique. Voilà, cette demande, on ne savait pas trop comment s'en emparer au départ, puisque ça n'était pas forcément dans les choses que nous avions l'habitude de faire et pour lesquelles nous avions des compétences. On s'est questionné plusieurs années, pour être honnête. Voilà, 2, 3 ans. Et puis, on s'est dit que nous, l'une des compétences qu'on avait au sein de nos services, c'était la particularité d'avoir un service tourné autour de l'histoire et du patrimoine. Voilà, et que les leçons du passé étaient toujours très intéressantes pour l'avenir. Donc, on a fait le choix d'aborder cette question par ce prisme de l'histoire, en se disant que la question des fake news, en fin de compte, c'est simplement un changement de nom de choses qui a toujours existé, qui était de l'ordre des fausses nouvelles, des rumeurs, etc., de la propagande, et que ça a eu des impacts forts historiquement, parfois, et que ça nous permettait d'expliquer aux jeunes, un, que c'est pas neuf, et deux, qu'en manipulant les informations, il pouvait se passer des choses très importantes. Donc voilà. La finalité de cette action pour nous, c'est de développer l'esprit critique afin de lutter contre les phénomènes de radicalisation et notamment la manipulation de l'information, afin de protéger la démocratie contre les différentes formes intentionnelles de diffusion d'intox. Pour ça, on s'était fixé les objectifs suivants, qui sont la sensibilisation aux bonnes pratiques du questionnement de l'information numérique, notamment issue des réseaux sociaux, le développement de l'esprit critique en apprenant à se méfier des rumeurs et en vérifiant les sources, et du coup prendre conscience que les fake news peuvent ne pas être anodines et qu'elles peuvent avoir des conséquences importantes. Dans les contenus, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, on mène des ateliers de 2 heures. Sur ces 2 heures, il y a 1 heure qui, à l'aide d'un livret et animée par une médiatrice culturelle, on reprend nombre d'exemples au cours de l'histoire. Par exemple, Marc Aurèle, qui était un empereur à l'Antiquité, qui a été déclaré mort alors qu'il était vivant
pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Une époque où on a cru qu'il y avait des hommes chauves-souris sur la Lune, et par exemple toute une partie des fausses rumeurs autour de Marie-Antoinette. Par exemple, la fameuse phrase s'ils ont faim, s'ils n'ont pas de faim, s'ils n'ont pas de pain, ils ont qu'à manger de la brioche. Ce genre de choses, et qui nous amène jusqu'à l'actualité d'aujourd'hui. Et ensuite, on mène un travail autour d'informations qui sont donc la deuxième partie de l'atelier, et qui va être sur la question de comment on déjoue les fausses rumeurs, comment on vient vérifier l'information et qui la diffuse. Et puis, on leur soumet nombre d'articles ou autres, et on leur demande d'essayer d'investiguer pour savoir quelle information est vraie et laquelle ne l'est pas. Voilà, ce que je peux peut-être vous indiquer également, c'est que du coup, en termes de financement, nous, c'est un atelier qui fonctionne très bien, chaque année de plus en plus. Il est proposé, à la base, l'idée pour nous, c'était de faire de la primo-sensibilisation. On s'était dit que les adolescents, c'est pas que c'était trop tard, mais que à l'époque où ça a été lancé, beaucoup de gens menaient des actions vers ces grands ados ou à partir du milieu du collège. Et nous, notre cible, c'était donc la primo-sensibilisation, notamment pour le cycle 3, donc à partir du CM1, CM2, et puis plus largement après le collège, voire un petit peu plus grand. On mène ces ateliers donc au sein des écoles, dans les classes. On les mène également dans des centres de loisirs, auprès de structures jeunesse, dans des stages SNU, ce genre de choses. Il y a un très bon effet les gens sont très satisfaits de cet atelier, et du coup, régulièrement, il est recommandé chaque année, etc. Et on a également appris à le mêler à d'autres projets qu'on mène sur certaines communes autour de l'histoire, où systématiquement on va venir proposer en plus cet atelier, enfin en plus, dans le programme, cet atelier. Du coup, pour nous, c'est un projet qu'on mène sur 2 départements, donc à la fois sur la Loire et à la fois sur le Rhône, sur la métropole du Rhône notamment, et pour lequel la fédération nous a soutenus dans le cadre des projets innovants, ce qui nous a permis de pouvoir prétendre à d'autres financements, notamment le fait qu'elle soit financée en partie par la CAF 42 sur la question des valeurs de la République et la lutte contre la radicalisation, mais également parfois sur certaines actions dans le cas des plans de lutte contre la pauvreté, parfois dans le cadre des actions QPV, politiques de la ville, notamment sur des actions l'été, ce genre de choses. Voilà. Très bien, merci Émilie. Alors, s'il y a des questions qui ont été posées, Isabelle, on peut prendre l'une ou l'autre. On les prendra à la fin. On les prendra donc ultérieurement, le temps que tout ceci soit mis dans le questionnaire. Donc, je repasse la parole à Virginie. Oui, oui. oui, Voilà. c'est tout à fait. Mais c'est dans la conception de ce webinaire, on a vraiment veillé à bien articuler les thématiques voilà, qui étaient remontées, vos projets, avec des ressources du CLEMI pour essayer voilà, d'être le plus cohérent et le plus pertinent possible dans ce qu'on allait vous présenter. Donc, pour faire le lien avec ce que Émilie Lévy vient de présenter, je voulais vous présenter quelques ressources sur la désinformation qui peuvent être utiles dans le cas de vos ateliers qui sont créés, viendraient les enrichir, ou alors d'ateliers que vous aimeriez pouvoir créer. Déjà, peut-être un petit mot de contexte, mais très très rapidement. Vous avez peut-être vu le dernier baromètre dans la confiance dans les médias publié en janvier 2025 qui montre en fait que la confiance dans les médias ne cesse d'être abîmée, d'être dégradée.
une fatigue informationnelle de plus en plus présente, avec 82% des Français qui disent ressentir de la fatigue. Et donc là, c'est des chiffres globaux, mais les jeunes sont particulièrement impactés. Des pratiques informationnelles qui sont vraiment différentes selon les âges, et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une prédominance de l'usage des réseaux sociaux pour s'informer, avec beaucoup d'adolescents qui ne s'informent que via les réseaux sociaux, et qui, du coup, sont aussi beaucoup plus soumis au flux de la désinformation et ne sont pas forcément aux âges qu'ils ont armés, outillés pour détecter la désinformation, même si la plupart d'entre eux se méfient quand même. Et les enquêtes sociologiques, notamment les travaux d'Anne Cordier, entre autres, montrent que les jeunes ont un esprit critique et qu'ils font peu confiance en fait aux sources des réseaux sociaux, mais peut-être que cette confiance ne doit pas faire sous-estimer le besoin d'éducation. Donc nous, on se base souvent pour analyser en fait la question de la désinformation auprès des plus jeunes, mais aussi auprès des adultes. On aime beaucoup le travail de Claire Wardle qui fait référence et qui distingue bien la question de la mésinformation, de la désinformation. Ce qui nous semble intéressant, c'est que une erreur journalistique, quand on s'intéresse aux sources, en tout cas, une erreur journalistique ne pourra jamais être comparée à une volonté de désinformer motivée par une idéologie ou une envie aussi, ou une quête commerciale, pour le dire comme ça. Et donc, c'est vraiment ce travail-là de pouvoir aussi distinguer les motivations à l'origine de la désinformation. Pour nous, c'est crucial, puisque l'éducation média à l'information, c'est aussi la culture des sources, donc se demander toujours qui me parle et quelle est la motivation. Et c'est vrai que quand un journaliste professionnel vous parle, il est censé en tout cas respecter une déontologie, et donc il peut se tromper comme tout le monde, ou il peut faire une information de mauvaise qualité, mais ça n'est en rien comparable à une volonté de désinformer. On a aussi, on parle de fake news, ce qui est pratique, mais en fait, on se rend compte aussi, quand on va au plus près de tous ces phénomènes, qu'il y a une grande diversité de désinformation, donc de la simple erreur journalistique au canular, type les contenus du Gorafi, aux mensonges, aux faux à visée commerciale, qui concernent beaucoup les fausses publicités ou les publicités qui vendent aussi des produits de santé dans le domaine de la santé, les discours propagandistes et les faux complots. Donc nous, sur le site du Clémy, je vais vous présenter la ressource précisément qui peut être intéressante dans le cadre de vos ateliers ou de vos actions, à chaque fois avec des outils, enfin des exemples très concrets que vous pouvez présenter aux enfants, aux adolescents, c'est-à-dire qui sont issus aussi des réseaux sociaux, des médias, qui sont des exemples qui viennent vraiment montrer à quoi ça ressemble. Et aussi leur dire que l'échelle de nuisance, en fait, il faut aussi la garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'une erreur journalistique n'aura pas la même nuisance qu'un complot. Et c'était intéressant tout à l'heure quand vous parliez des complots, parce qu'il y a aussi des vrais complots et des faux complots, et c'est important de aussi garder la boussole, de faire cette distinction. Donc, vous avez parlé de cet atelier que vous avez organisé sur l'histoire de la désinformation. Alors, nous, on a une ressource qui s'appelle l'histoire des fausses nouvelles, qu'on a fait en partenariat avec la BNF. Et c'était vraiment passionnant de pouvoir travailler avec la BNF, puisqu'il y a tout le fonds patrimonial de la BNF. C'est une exposition que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site du Clémy, qui se présente comme ça, comme des affiches que vous pouvez imprimer, et qui reprend thématique par thématique en s'appuyant sur des archives de la BNF. Et bien justement, ça fait vraiment écho à ce que vous disiez, c'est-à-dire montrer qu'en fait la volonté de désinformer a toujours été là, et de bien déconstruire aussi qu'est-ce qui motive finalement cette volonté de désinformer, parfois au détriment d'un groupe social particulier, parfois au détriment du pouvoir politique, parfois pour vraiment gagner en influence de différentes manières. Et c'est aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que tout ça prend une autre dimension. Donc il y a cette ressource qui, je pense, peut vous intéresser et fait directement écho à la philosophie de l'atelier qui a été présentée.
Et puis une autre exposition que vous pouvez aussi trouver voilà, en libre accès sur le site du Clémy, qu'on a fait avec la Fondation EDF, qui s'intitule Fake News, Art, Fiction, Mensonge, et là qui vient s'inscrire vraiment dans une approche plus contemporaine. On n'est pas en train de regarder dans le rétro pour voir l'histoire de la désinformation, mais bien plutôt comment les artistes contemporains interrogent aussi la question du vrai et du faux, sachant que pour les artistes, une fausse image, en fait, ça n'a pas de sens, puisqu'ils manipulent tout le temps les images. Et donc, ils nous posent aussi la question, cette question-là, de notre rapport à la vérité, de notre rapport aux croyances. Et c'est vraiment passionnant. Donc, vous avez une diversité de propositions artistiques, comme par exemple cette édition du New York Times, qui était une fausse édition du New York Times, qui a été distribuée dans les rues de New York par un duo d'activistes et qui n'annonçait que des bonnes nouvelles. Et donc, on parlait de fatigue informationnelle, enfin, je parlais de fatigue informationnelle, et donc, c'est aussi un moyen de dire, en fait, quand on produit des faux médias en reprenant comme ça, donc, est-ce que c'est de la désinformation ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient nous interroger sur ce qu'on attend des médias ? Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez aborder en atelier et qui nous, avec les adolescents avec lesquels on a fait des ateliers, c'était vraiment très intéressant aussi pour pouvoir venir les questionner sur leurs attentes aussi des médias. On a aussi des artistes qui interrogent la question des deepfakes avec l'intelligence artificielle générative qui aujourd'hui est devenue, mais alors, ultra accessible et tout le monde peut s'amuser à faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et donc là, c'est une deepfake de Mark Zuckerberg qui annonce qu'il va vraiment prendre soin des données de ses utilisateurs et qu'il a pris tout un tas de ressources. Donc c'est d'autant plus intéressant de confronter aussi cette fausse déclaration de Mark Zuckerberg avec ce qui se passe en ce moment autour de Facebook et Meta. Et donc voilà, ces propositions artistiques, elles sont aussi, elles nous permettent aussi de nous questionner sur les pièges des réseaux sociaux, de questionner aussi les adolescents sur leur manière. Donc là, c'est des illustrations d'un artiste singapourien qui vraiment... Voilà, c'est très visuel, ça se passe presque de commentaires, mais ça permet aussi d'illustrer, de mettre des images finalement sur parfois ces impressions qu'on a du mal à nommer et ces pièges de captation de l'attention que l'on ressent tous sur les réseaux sociaux. Donc cette ressource avec ces affiches, vous pouvez les trouver je le répète, en libre accès. Il y a aussi un dossier pédagogique qui accompagne l'exposition. Des webinaires qui ont été tournés pour voir toutes les possibilités aussi d'exploiter en fait cette ressource. Et je voulais vous dire juste un mot, peut-être que je suis déjà hors délai, donc je vais commencer à accélérer, peut-être que je vais pas regarder le chrono, mais je continue, je n'ai plus que 2 slides. Vous parlez d'un projet auquel on participe, qui s'appelle le projet De Facto, qui est un consortium de chercheurs, d'éducateurs et de journalistes pour lutter contre la désinformation, puisque finalement, c'est comme l'éducation aux médias à l'information, on ne pourra pas y arriver seul. Donc là, l'idée, c'est aussi de dire que lutter contre la désinformation, on a besoin d'être tous ensemble. Donc on participe à ce projet et je vous invite aussi à consulter le site De Facto, qui permet vraiment d'avoir à la fois des articles de chercheurs qui décrypte la cartographie de la désinformation, les acteurs de la désinformation, un fact-check de journalistes qui sont spécialisés sur la manière de débunker très rapidement tout ce qui est rumeurs, théories, complotistes, etc. Et puis, un offre de ressources à destination des professionnels de l'éducation aux médias à l'information que vous êtes dans vos structures respectives. Et puis enfin, c'était il y a peu de temps, le 1er avril, et j'adore cette affiche qui ressort souvent sur les réseaux sociaux, le 1er avril, le seul jour où tout le monde vérifie ses sources. Nous, au Clémy, on aimerait que ça soit tous les jours le 1er avril. Et je vous invite, enfin, pour finir, à consulter notre dossier pédagogique qui s'intitule cette année « Où est l'info ?» Dossier pédagogique de la semaine de la presse. Donc, parce que avant de se prémunir de la désinformation, il faut se demander quel est notre rapport à l'information et où est l'info. C'est vraiment une question qu'on devrait tous se poser quand on s'informe, puisqu'on voit bien qu'entre information, communication, faits et opinion, les frontières sont de plus en plus difficiles à démêler. Et voilà, je m'arrêterai là. J'espère ne pas avoir trop parlé. Merci Virginie. Je propose d'enchaîner donc avec
l'intervenant suivant, à savoir Mathis Hameau, que je salue. Et on prendra l'ensemble des questions à la fin. Ça permettra d'avoir une vue un peu plus globale. Est-ce que Mathis est là? Oui, Eh bien, bonjour à toutes et à tous. parole à Mathis. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, on vous entend. Donc pour me présenter vite fait, moi je suis conseiller numérique donc pour la SODEPEP à Saint-Nazaire du coup sur le pôle inclusion numérique et je travaille notamment dans l'espace civique à Saint-Nazaire, Jacques Dubé. Donc je vous parle un petit peu moi des projets d'éducation aux médias qu'on a fait les quelques années précédentes. Notamment la bande passante en fait qui était une petite animation de prévention en fait destinée aux jeunes collégiens où pareil on essayait de faire un petit peu de l'éducation aux médias. Donc c'était un projet qui était notamment axé plutôt sur le cyberharcèlement et comment réagir et comment se positionner par rapport à ça. Donc on allait voir un petit peu les jeunes pour savoir comment se positionner en tant que témoin, qu'est-ce qui est dangereux sur Internet, etc. Donc on abordait un petit peu tous les sujets un petit peu important, enfin qu'on trouvait pertinent par rapport à ces sujets-là. Donc, le fait d'avoir des comptes publics, privés, la mécanique un peu privée de manière générale du numérique, à savoir que même si c'est Windows, Android, etc., ça reste des sociétés, des compagnies qui sont privées et du coup qui ont potentiellement des biais politiques comme les réseaux sociaux. Sur, je sais pas, X, Facebook, etc., qui appartiennent aussi à des gens qui peuvent avoir des opinions et des directions politiques. On a abordé aussi pas mal de choses comme la désinformation par l'IA, qui était classée troisième du coup par le GRR, donc le Global Risk Report, qui chaque année en fait trie les plus grands dangers qui existent et qui est classé numéro 3 en fait la désinformation par l'IA en 2024, juste derrière le dérèglement climatique. Voilà, donc nous sur nos interventions, on était plutôt sur des pauses méridiennes ou des temps plutôt informels où on allait plutôt juste aborder les jeunes pour leur parler des sujets, enfin des concepts même plutôt en fait qui nous semblaient assez importants à connaître sur la captologie, hein, qui est la science de l'attention pour capter, sur les bulles de filtre par exemple, qui pour rappel un peu sont le fait que les réseaux sociaux, mais l'informatique en général est plutôt adaptée en fait à ce qu'on aime ou pas déjà en fonction et du coup personne n'a vraiment accès à la totalité du web de manière générale et c'est toujours adapté à nos centres d'intérêt, etc. Donc ce qui fait que ça peut créer justement des sphères un peu radicales ou masculinistes, etc. Voilà, on aimait bien aborder aussi un petit peu les biais cognitifs aussi, la vérité par défaut, les choses comme ça qui sont aussi des choses qui sont en lien en fait avec l'épistémologie, mais de manière générale la croyance qu'on va donner à une information ou pas, et leur impact. Donc voilà, ça c'était un projet qu'on a mené sur 2023-2024. Globalement, ces thèmes-là, hein, c'est ceux qu'on essaye d'aborder à peu près sur tous nos projets. On a aussi participé, nous, sur la semaine sans écran de notre espace civique, qui était une espèce de temps fort qui a duré une semaine en fait dans l'espace civique avec toutes les structures un petit peu qui étaient intéressées, donc les collèges, les associations qui faisaient l'éducation aux médias, les maisons de quartier, etc. Où l'idée c'était de parler un petit peu du temps d'écran, etc. Comment ça fonctionnait et en même temps de proposer des activités pertinentes qui sont pas forcément du numérique. Et du coup, évidemment, on avait fait un petit peu d'éducation aux médias par le même biais. On a aussi fait pareil, un peu de prévention sur un grand temps fort qui s'appelait le Level 3, qui s'est déroulé à la base sous-marine à l'alvéole 12 de Saint-Nazaire, avec à peu près un millier de participants, 900 et quelques participants de jeunes. Donc c'était un espèce d'événement jeu vidéo. Et pareil, en fait, c'est pour nous en tout cas d'expérience les meilleurs lieux en fait pour aborder ces sujets-là parce que justement tous ceux qui ont tendance à avoir beaucoup de temps d'écran, façon de parler, peuvent être abordés quoi. Donc ça c'est plutôt les projets qu'on a déjà mis
en place. Et puis, on comptait un petit peu continuer là-dessus. Donc, on va continuer un petit peu cette année avec les écrans Parlons-en, qui est un projet avec un collège de notre quartier prioritaire, Pierre-Nauran, justement, où c'est plutôt adressé aux parents, en fait, sur comment accompagner notre enfant dans la cyberparentalité. Donc, ça soit pour l'information, mais de manière générale, tout ce qui est l'addiction aux écrans, etc., pour comment rattraper le décalage quand il y a des grands, quand il y a des gens qui sont vraiment dans la fracture numérique au niveau de leur connaissance, quoi. Voilà. Et donc les deux autres projets qu'on va lancer, du coup, c'est SOS Parents, là, qui va être idem, mais on va plutôt aller dans les EDS. C'est un projet qu'on fait dans le cadre de la cité éducative, pardon, avec une autre association, Les Pieds dans le Paf, qui fait aussi de l'éducation média. Et le dernier projet qu'on va sûrement mettre en place prochainement s'appelle Mon Premier Scroll. Et pareil, donc l'idée, c'est d'aller dans les collèges, donc pour les jeunes qui ont un peu leur premier téléphone portable et savoir en fait déjà comment le paramétrer, comment se limiter, etc. Donc pour se protéger, réguler, puis parler un petit peu de tous ces sujets-là. Voilà, pour faire court. Très bien. Et je vous rends la parole. Merci Mathis. Donc, je continue par Stéphanie, qui va donc nous présenter d'autres ressources et réflexions. Oui, bonjour, merci. Donc moi, je suis chargée de parentalité numérique au Clémy. Ça veut dire qu'en effet, dans mon action, je vais moins vers les publics scolaires, mais plutôt vers des publics familiaux, les parents, les professionnels. Dans ce contexte-là, on a créé un univers qui s'appelle l'univers de la famille tout écran, une famille fictive. Et on a créé un guide et une bande dessinée qui reprend beaucoup des thèmes d'ailleurs dont parlait Mathis, c'est-à-dire la captologie, l'utilisation du téléphone portable, etc. Néanmoins, aujourd'hui, je vais vous parler de deux autres ressources qu'on a créées dans le cadre des cités éducatives. Donc, la campagne de sensibilisation s'appelle « Les écrans, apprendre à s'en servir pour ne pas les subir » et elle est composée de 2 volets. Il y a d'un côté 5 affiches qui sont librement téléchargeables et imprimables à partir de notre site et de l'autre côté un kit de médiation avec 4 ateliers tout écrits qui est exactement de la même manière, librement téléchargeable et utilisable, imprimable à partir de notre site. Donc tout d'abord, le set de 5 affiches. Pourquoi on a créé ce set de 5 affiches? Tout simplement parce qu'on voulait donner des clés accessibles et impactantes parce que visuelles aux parents. C'est une campagne de sensibilisation qui peut donc être affichée dans tous les lieux qui reçoivent des parents. On a choisi 5 thématiques phares de la parentalité numérique et surtout ces affiches on les a co-créées avec les publics cibles, c'est-à-dire que on a été dans les cités éducatives, on a fait des focus group et on a travaillé avec eux de manière avec beaucoup d'allers-retours les messages. Ces messages sont on les a aussi créés avec beaucoup d'autres acteurs de la parentalité numérique et on a une diffusion dans l'espace public via un mécénat avec JC Decaux. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est vous les montrer. Donc, tout d'abord, les 2 premières, fake news et réseaux sociaux, quels réflexes adopter ou quels parents connectés êtes-vous? Ce sont des questions qu'on a travaillées donc avec les focus group et qu'on a identifiées comme étant des questions importantes et absolument fondamentales des parents sur le sujet de la parentalité numérique. Évidemment, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais sur les post-it jaunes se trouvent des premiers éléments de réponse à ces questions, parce qu'il était évidemment hors de question de laisser les publics sans réponse. Donc vous avez info choquante, info angoissante égale méfiance, par exemple, au-dessus de la jeune fille qui crie dans fake news et réseaux sociaux. Vous avez comme ça des petits repères sur les post-it. Et pour aller plus loin, vous avez un QR code en bas à droite qui permet d'arriver sur une page du Clémy où il y a des ressources complémentaires pour les parents qui peuvent prendre la forme de podcasts, de petites vidéos, de petits articles. Ce sont des ressources volontairement extrêmement abordables, extrêmement simples, et elles sont en nombre réduit pour inviter à aller chercher. Donc je vais vous montrer les 3 autres, voilà. Que font vos enfants sur Internet? Réseaux sociaux, vous en êtes où? Et parlez-vous de cyberharcèlement avec vos enfants? Encore une fois, on donne des repères. Par exemple, sur le cyberharcèlement, le premier post-it, ça explique ce que c'est que le cyberharcèlement et ça donne des indices pour le reconnaître. Par exemple, c'est constitué d'intimidation, de menaces en ligne ou de moqueries. Et après, on donne une petite indication. On peut appeler et on devrait appeler le 3018 pour signaler et se faire aider sur ce problème.
En fait, les idées phares qui reviennent dans ces sets d'affiches, dans les post-it, et qui traversent la philosophie du Clémy, c'est qu'en fait, l'important, c'est de dialoguer avec ces enfants, de s'intéresser à ce qu'ils font. Et notre tâche à nous, Clémy, et on pense aux personnes qui interviennent dans ce domaine-là, c'est de donner des repères pour que les parents puissent construire leur stratégie familiale face aux écrans. Donc en fait, voilà, cette campagne de sensibilisation affiche est complétée par un kit de médiation. Le kit de médiation, j'ai mis l'adresse dans le... Je ne sais pas si on va vous envoyer le PowerPoint, mais en tout cas, le lien de téléchargement, voilà, oui. Le lien de téléchargement se trouve en bas. C'est un kit qui croise notre spécialité, l'EMI, l'éducation média, l'information, et la parentalité positive, qu'on a travaillé avec une formatrice et animatrice qui s'appelle Genoveva Desplat. Et avec elle, on a écrit 4 scénarios. Alors, les scénarios sont volontairement complètement écrits pour simplifier le travail des personnes qui le prennent en main. C'est plus simple si c'est complètement écrit. Ces scénarios, on les a pensés pour donner des clés de communication, parce qu'on est parti du constat que les problématiques d'écran crispaient souvent les situations en famille, que ce n'était pas toujours facile d'en parler entre nous. Et donc, l'idée, c'était de donner des clés de communication simples, encore une fois, non intrusives, encore une fois, non obligatoires, pour que les familles s'en saisissent si elles le désirent, si elles sont convaincues. Et pour les convaincre, pour leur donner l'occasion d'être convaincus, on leur fait tester dans des jeux de rôle. Donc, il y a 14 jeux de rôle qui se jouent dans les scénarios et qui permettent de mettre en scène les parents qui prennent le rôle d'un enfant ou d'un adolescent, et ils échangent et ils voient s'ils sont subjugués, convaincus par la solution qu'on leur propose. Et pour aider à prendre en main tout ça, il y a un guide de médiation qui est aussi extrêmement intéressant en ceci qu'il a 2 grands apports. Il y a des apports théoriques, par exemple, en effet, sur la captologie, sur les bulles de filtre. Il y a toute une série d'apports théoriques mis à jour, sourcés avec des études, mais volontairement rendus extrêmement abordables. Il ne s'agissait pas non plus de faire un travail académique. Et le deuxième volet, c'est tout un volet de réflexion sur la posture, c'est-à-dire comment aller vers les parents de manière à ce que notre message soit reçu, soit perceptible, comment faire pour accueillir leur culpabilité, comment faire pour respecter leur indépendance tout en leur donnant des repères. Voilà, donc c'est toute une réflexion sur la posture qui est particulièrement intéressante. Et l'objectif de ce kit et de l'approche, c'est en fait de donner confiance aux parents qui parfois n'ont pas vraiment confiance en eux, sont persuadés qu'ils sont dépassés, qu'ils sont largués, et leur donner au contraire une encapacitation, si je peux me permettre cette traduction, que je préfère à l'anglais, et pour qu'ils adoptent une attitude active, c'est-à-dire aller vers l'action. Les ateliers se finissent par des fiches où en fait on leur demande mais que voulez-vous mettre en place dans les 15 jours qui viennent, dans la semaine qui vient. Voilà, donc ça, c'était les 2 ressources que je voulais porter à votre connaissance. Les 2 sont en effet disponibles en ligne sur notre site. Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, nous avons fini là, les différentes présentations et interventions. Des questions ont été posées et je vous propose donc de prendre ces questions. Une première question concernait, on va dire, un peu l'expérimentation et les actions qui se déroulaient chez Émilie. Donc c'est juste le temps que je la retrouve dans mon appareil. Ça devrait être fait rapidement. Bon, écoutez, comme d'habitude, c'est toujours comme ça. Voilà. Il s'agissait de savoir si les ateliers sur les fake news donc étaient présentés là, on va dire, destinés aux enfants et aux adolescents. Et il s'agissait de savoir si parmi vous, quelqu'un a eu des expériences avec des interventions auprès d'adultes. Est-ce que vous pouvez vous éclairer? D'accord, je pense que c'est une question. Oui, c'est une question qui nous est posée. C'est pas pour Émilie. Ben, Okay. on va déjà puis si Okay. Émilie veut rajouter, il Très n'y a bien. pas de problème. On peut y répondre. C'est vrai que ça nous est déjà arrivé avec Stéphanie de faire des ateliers parentalité en abordant la question de la désinformation. C'est un sujet qui est extrêmement délicat à aborder avec les adultes, parce qu'on n'est pas du tout dans une posture
éducative, mais bien d'accompagnement. Ça peut générer des débats. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont en conflit de loyauté avec ce qui peut être dit d'une part en éducation média à l'information à l'école et des discours parentaux et familiaux qui sont parfois donc voilà, nous c'est vrai qu'on s'appuie sur ces supports par exemple d'exposition que j'ai rapidement présentés qui permettent d'objectiver les choses, de lancer des débats, de lancer des discussions. C'est intéressant de les lancer aussi non pas avec que les adultes mais les familles. Voilà, d'induire. Après, on n'est jamais à l'abri, voilà, d'avoir. On marche aussi sur des œufs, et je pense que ça nécessite aussi des précautions, en fait, d'aborder ce sujet de la désinformation avec un public adulte et famille. Il faut être bien préparé. Moi, j'ajouterais en fait qu'en effet, on a fait des animations en direction des adultes, mais souvent la désinformation a été abordée avec l'information. Parce que vu qu'on dit, et à juste titre, qu'on commence par s'informer, savoir ce que c'est qu'une info, où la trouver, voir la source, etc., attirer l'attention là-dessus, la désinformation vient en quelque sorte comme l'adultération, la déformation de cette information. Donc, on a abordé ça dans des ateliers autour de l'information sur les réseaux sociaux, etc. Le thème des fake news est naturellement apparu. C'était pas la peine de l'introduire, c'est naturellement apparu. Et le travail qu'on avait à faire, c'était justement peut-être de remettre les choses en place et de dire, mais d'abord, informez-vous. Oui, et puis c'est aussi un travail sur la posture parentale, c'est-à-dire de ne pas blâmer un adolescent qui va pouvoir avoir des propos très radicaux, très complotistes, parce que un, c'est un adolescent, et que deux, souvent, ce que viennent chercher les discours complotistes, c'est aussi cette espèce de confort intellectuel qui nous donne l'impression d'avoir tout compris. Et donc ça, c'est quand même très agréable. Et tout en flattant l'esprit critique, enfin l'esprit pseudo-critique en disant en fait tu es manipulé, moi je vais t'expliquer, c'est bien, tu as l'esprit critique, etc. Donc il y a souvent cette rhétorique qui se met en place. Et donc quand un adolescent va pouvoir avoir des propos un peu complotistes, enfin qu'on le juge complotiste, etc., plutôt que de se mettre en frontal avec lui, c'est plutôt déjà le féliciter sur le fait qu'il a de l'esprit critique, qu'il s'intéresse à des sujets de société, et de l'inviter vraiment progressivement à creuser ses sources, à vérifier ses sources. Et ça, c'est un travail qui, selon les parents, les tempéraments, les opinions des uns et des autres, doit s'effectuer vraiment avec beaucoup de... Voilà, il n'y a pas de mode d'emploi qui convient à tout le monde, mais en tout cas, nous, on a tendance aussi à plutôt travailler sur cette posture de féliciter l'enfant d'avoir un esprit critique et de l'encourager à vérifier ou à creuser ses sources et à en discuter ensemble, plutôt qu'à se braquer tout de suite, et comme le disait Stéphanie, d'entretenir le dialogue envers et contre tout, ce qui parfois n'est pas simple. Oui, je crois que le pire, ça pourrait être que l'enfant n'en parle plus, en fait. Oui. Et garde ça pour lui, ça pourrait prendre des proportions absolument insoupçonnées. Oui, c'est créer les conditions de la confiance, en fait. Enfin, notre rôle d'éducateur, c'est ça. Et c'est vrai que sur ces sujets-là, compliqué. Faut pas être trop pressé. Prendre son temps. Est-ce que, Émilie, tu as abordé quelque chose au niveau des adultes ou vous êtes arrêté aux enfants et aux ados? Alors Fernand, nous, en fin de compte, au départ de ces ateliers, c'était vraiment tourné vers les enfants, hein, voilà. Mais comme je l'ai dit, c'est un projet qui prend de l'ampleur. Pour vous donner une idée, cette année, c'est 1500 enfants qui ont été, enfants et jeunes sensibilisés. Mais au final, on nous sollicite de plus en plus. Donc, cette année, par exemple, on est intervenu dans des formations BFD, donc pour des adultes. Là, actuellement, on réfléchit sur le fait qu'on s'est aperçu que dans certains quartiers, la question des familles, c'était un sujet également parce que c'est les premiers, en fin de compte, des fois, notamment dans nos structures de soutien à la parentalité, où on les entend aborder des fake news, y croire, les propager, etc. Et on pense mener des ateliers parents-enfants. Très bien. Il y a une question d'ailleurs complémentaire qui nous est posée de savoir si les jeunes, les enfants bien sûr, peuvent être vecteurs de bonnes pratiques auprès de leurs parents. Puisque là, on peut inverser le propos. Est-ce que quelqu'un peut... Bien sûr.
Bien sûr, mais je pense qu'il y a une génération qui grandit, qui est mature, qui est critique vis-à-vis des réseaux sociaux. Alors, je ne veux pas faire de généralité, mais bonne pratique aussi en termes de diffusion d'images de soi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de parents, beaucoup d'enfants qui critiquent énormément les pratiques de sharenting, c'est-à-dire qui consistent à partager de manière massive des photos et des vidéos de ces enfants sur les réseaux sociaux. Une génération qui grandit critique vis-à-vis de ces pratiques parentales, notamment un sujet parmi tant d'autres, sur tout l'impact de la technoférence, de dire à leurs parents lâchez vos téléphones plutôt que d'être en surcontrôle et en sursurveillance de ce que l'on fait aussi, lâchez aussi vos téléphones pour passer du moment ensemble. Donc là, on voit émerger, alors voilà, une fois de plus, c'est nous ce qu'on voit, on repère vraiment des discours et des pratiques d'adolescents très critiques. On a fait d'ailleurs un podcast qui s'appelle Médialogue en famille et qui montre en fait l'émergence d'une génération plus mature en fait sur l'usage du numérique et des réseaux sociaux. Et là, on vient de sortir un podcast qui s'appelle Le débrief de Clara et Raphaël, et qui sont 2 lycéens qui sortent du lycée et qui débriefent sur ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, et qui permet en fait de montrer, et on l'a fait en collaboration avec Viginum, toutes les techniques de manipulation de l'information auxquelles les adolescents sont confrontés. Alors, ils ont des difficultés, mais c'est vrai qu'ils ont parfois des compétences et des habiletés qui les rendent, qui rendent ce processus intéressant en famille. Encore faut-il que les parents soient prêts à accueillir cette parole-là et cet apport-là sans rien... sans ne pas renoncer non plus à rester des parents et à rester aussi dans leur posture parentale. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, j'ajouterais en fait que, en effet, les jeunes ont des compétences qui sont vraiment pas à sous-estimer, comme tu disais, Virginie, et qui sont tout à fait transférables, enfin partageables. En effet, ils sont très conscients de leur image numérique, ils ont des comptes plus souvent privés sur les réseaux sociaux que les personnes d'autres tranches d'âge. Je dirais particulièrement sur l'information et en fait, pour faire un focus là-dessus, en fait, ils ont une volonté de s'informer. Énormément de jeunes, plus de 90%, désirent s'informer. Beaucoup s'informent plusieurs fois par semaine. Et ils ne s'informent pas que par les réseaux sociaux. Ils croisent leurs sources. Ils parlent, 20% d'entre eux parlent avec leurs proches. Et parmi ces proches, il y a les parents. Donc, ils trient leurs sources, ils savent en fait, ça ne veut pas dire que c'est parfait, ils ont parfois du mal à reconnaître certaines manipulations, mais je terminerai en disant que de toute façon, les usages des jeunes percolent dans la société en général. On a même les formats d'information ont été influencés par les usages des jeunes qui sont massivement tournés vers la vidéo. On est de toute façon déjà dans un dialogue. Ce qu'il faut, c'est vraiment, j'allais dire, l'assumer, quoi. On a vraiment énormément de choses à apprendre, ils sont extrêmement agiles, et pour autant, les parents ont un capital de vie qui fait qu'ils resteront une boussole et que c'est ce que demandent les jeunes. Et agilité ne veut pas dire compétence. Et donc, je pense que c'est tout ça aussi, et ça dépend des enfants, mais c'est vrai que le fait de pouvoir... je te rejoins complètement, de toute façon. On est évidemment alignés. On pourrait en parler pendant des heures, mais on va laisser les autres questions. Mais évidemment que vous êtes convaincus, et je suis d'ailleurs forcément ravi, parce que c'est un sujet qui interpelle depuis bien longtemps, et donc c'est important qu'on s'y penche de cette manière-là. Il y a une interrogation aussi où il se pose la question de savoir si de fabriquer de l'information avec des enfants et des adolescents, si ça peut permettre un meilleur décodage de l'information qu'ils reçoivent. Personnellement, je dirais bien sûr, évidemment, oui, comme de faire de la cuisine avec eux, c'est mieux que de leur expliquer que c'est pas bon. Donc, est-ce que là-dessus, vous avez des éclairages Oui, je pense que je l'ai rapidement mentionné tout à l'heure. Pour nous, c'est un fondamental. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la question des stéréotypes de genre ou des questions des discriminations ou de la question de l'écologie, peu importe le sujet, quand les adolescents se mettent dans une perspective de devoir produire
un podcast, un article, une vidéo, un post sur les réseaux sociaux. Donc déjà, ils sont dans une logique où ils vont s'informer pour informer. Et ça, c'est une logique qui les responsabilise déjà, puisqu'ils ont le souci aussi de bien s'informer pour pouvoir nourrir aussi la production qu'ils vont faire. Et ensuite, ils prennent conscience quand ils diffusent leur production de leur responsabilité citoyenne dans l'information qu'on diffuse. Et bien souvent, c'est un lien aussi important qui se crée entre l'école et les familles, puisque les établissements scolaires qui ont des web radios, qui ont des journaux, qui ont des web télé, souvent, la production médiatique, elle circule entre l'école et la famille. Donc, ça rend en plus les élèves et les profs très fiers et les parents aussi. Il y a une satisfaction d'avoir produit quelque chose. Et c'est vrai que le fait de produire, ça crée des pratiques, un rapport à l'information différent. Ça permet aussi de vraiment transformer la manière dont les jeunes ensuite s'informent. Ils ont tendance aussi à beaucoup plus vérifier la manière dont l'information leur arrive. Donc oui, c'est évident que c'est transformateur. Et je dirais même que c'est dans l'ADN du Clémy, en fait. Oui. Dans notre pédagogie, on est pour une pédagogie active, une pédagogie de projet, et on soutient la création de médias scolaires. On a des concours pour les récompenser. Donc oui, en effet, c'est quelque chose auquel on croit très, très fort. On peut intervenir. Fernand, juste, moi, d'expérience qui me... je trouve que ce qui est le plus compliqué... Alors, je trouve qu'en effet, fabriquer soi-même de l'information, c'est un des meilleurs médias, en effet, ça a été dit. Ce qui reste compliqué aujourd'hui, en tout cas pour les plus jeunes, je vais dire, les élémentaires et une partie du collège, c'est toute cette information vidéo, visuelle. Ça, par contre, je trouve qu'ils ont encore beaucoup de mal à comprendre, à comprendre que cette information-là, elle peut être fausse. Que, par exemple, quand on leur montre une vidéo que l'orange qu'on met dans le coca, elle devient bleue, on a beau leur dire que scientifiquement, c'est pas le cas, ils n'y croient pas. Et à moins de faire l'expérience avec eux et de la laisser 2 jours et de la ressortir, elle n'a pas bougé, pour eux, c'est la vérité. Parce que c'est visuel, parce que c'est de la vidéo. Et ça, c'est plus complexe et ça sera tout le challenge avec les deep news. Notamment, c'est vraiment... c'est un level encore au-dessus, moi, je trouve. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que l'éducation à l'image, étant partie prenante de l'éducation média à l'information, doit commencer pour nous le plus tôt possible. Mais après, ce que vous dites est très juste aussi. Et d'ailleurs, il y a une étude scientifique qui est parue récemment du laboratoire de Grégoire Bors, Lapsidé, qui montre qu'en fait, il y a des compétences cognitives en fait, qu'on n'a pas avant 10 ans et qu'avant 10 ans, c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que par la constitution du cerveau des adolescents, de faire la différence entre le vrai, le faux, une opinion, un fait, que c'est extrêmement difficile. Et donc, à nous, éducateurs, ingénieurs de formation, de proposer en fait des cheminements, des parcours qui sont aussi adaptés. Nous, on répète souvent, les collègues formateurs au Clémy disent toujours progressif, il y a de la progressivité. Et c'est vrai que, on ne peut pas faire avoir les mêmes attendus et appliquer les mêmes méthodes sur des enfants qui sont au CP, au CE1, au CE2 et jusqu'au cycle 3 et au collège. C'est C'est d'ailleurs une raison pour laquelle l'école ne peut pas se reposer uniquement sur les enseignants parce qu'ils n'ont pas des formations adéquates pour pouvoir répondre à ces problématiques-là et que la présence de partenaires comme les PEP, comme le Clémy, sont à favoriser pour profiter justement des spécialités des uns et des autres. Je me souviens de recherches que j'avais lues sur les effets des images qui bougent dans la tête des enfants entre celui qui a 3 ans et, comme dit Virginie, celui qui a 10 ans. On sait aujourd'hui qu'il ne se passe pas la même chose et les explications, on ne peut pas les fournir de la même manière. Donc, voilà, je crois que c'est vraiment... moi, je pense qu'il faut commencer en maternelle si on peut, avec toutes les mesures et toutes les
précautions qu'il faut prendre, mais il n'y a pas un âge particulier. Il nous restait deux champs de questions que j'aurais bien aimé qu'on explore un tout petit peu. Deux questions qui se posent autour de la protection de l'enfance. Comment les enfants qui sont touchés par ce domaine-là, on peut, on va dire, les éduquer, les former, les initier à. Et la deuxième, c'est par rapport aux enfants, aux jeunes en situation et porteurs de handicap. Est-ce que vous avez des outils, des réflexions, vous avez fait quelque chose de particulier à ce niveau-là? Alors, nous, on avait un collègue qui avait mené une expérimentation auprès d'élèves qui étaient porteurs de handicap cognitif et moteur pour montrer à quel point c'était extrêmement difficile pour eux de gérer les réseaux sociaux, la dimension émotionnelle extrêmement forte liée aux réseaux sociaux, que c'était souvent des enfants qui étaient un petit peu isolés et qui du coup avaient un surinvestissement aussi en ligne, avec des parents qui étaient en difficulté. Donc on a identifié ce problème-là. Vous dire qu'on y a répondu ce ne serait pas honnête. Vous dire que on est aussi voilà, à la recherche. Je pense que ça pourrait peut-être être une piste à explorer ensemble pour voir comment nos expertises, nos réseaux pourraient voilà, apporter en fait des solutions en fait avec nous, notre expertise, parce qu'on sait qu'il y a des vrais besoins, mais nous, comme on intervient essentiellement auprès d'un public scolaire, c'est vrai que ça n'est pas, voilà, ça n'a pas été encore, en tout cas encore fait pour le moment. Et concernant la protection de l'enfance, nous, on travaille avec tout l'écosystème des acteurs de la parentalité numérique et de l'éducation numérique. Donc, certains sont beaucoup sur ces questions-là de protection de l'enfance, de l'identité, des données personnelles des enfants, comme la CNIL, comme e-enfance, comme l'ARCOM, comme voilà, j'en oublie beaucoup. Nous, c'est vrai qu'en éducation média à l'information, c'est vraiment, on est dans une approche préventive, donc c'est-à-dire une fois qu'il y a eu une difficulté et que l'enfant a été mis en danger, c'est vrai que c'est plus là où nous on peut intervenir, dont notre action elle est souvent très longue, très invisible, et un petit peu voilà, difficile à mesurer en termes d'impact, mais totalement fondamental et essentiel pour nous. Et on voit aussi que les enfants sont de plus en plus malheureusement... alors, je ne sais pas si c'est moins protégé ou moins bien protégé. En tout cas, on voit que les parents ont de plus en plus conscience des risques, mais qu'en même temps, les taux d'équipement sont de plus en plus précoces. Et donc, les enfants vont dans les piscines sans savoir nager. Donc, il faut vraiment que nous, on intervienne et qu'on mette des brassards à tout le monde pour, voilà, pour éviter les noyades qui sont encore malheureusement trop fréquentes, malgré une information qui est quand même... Enfin, ça veut dire que aussi, ça nous interroge, nous, en tant qu'acteurs de l'éducation citoyenne, c'est-à-dire que sensibiliser ne crée pas chez les gens forcément une transformation des pratiques. Donc, c'est assez passionnant, voilà, et on serait ravis, en tout cas, de poursuivre ces échanges et ces discussions avec vous et en partage avec vous et d'articuler au mieux nos ressources et nos réseaux. Je citerai une auditrice qui disait que ces ressources sont très intéressantes et qu'effectivement, il faut les développer, les enrichir. Donc, c'est le souhait que la Fédération, bien sûr, porte aussi. Et je crois que cette heure passée ensemble avec les différentes réponses apportées, qu'il s'agira de développer, d'approfondir et d'élargir, montre bien que le champ d'échange sur lequel on se trouvait est vraiment un champ, je dirais presque obligatoire, parce que je crois que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est incontournable qu'il faille éduquer et apporter des connaissances aux jeunes et aux enfants dont on s'occupe et que l'on accueille dans nos différentes structures. Donc, ce travail et ce partenariat avec le CLEMI
s'inscrit dans cette idée-là. Je remercie les contributeurs à ce temps d'échange et on fera en sorte que dans le réseau ça puisse se propager. Et si autour de vous des questions se posent, n'hésitez pas à nous interpeller. On fera tout ce qu'il faut pour que les choses s'améliorent. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon après-midi. Merci pour votre présence et à bientôt. Au revoir. Au revoir.